Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Un nouveau plan de vol pour le redressement de la Camerco. Une autre équipe est aux commandes de l'Étoile du Cameroun depuis ce jeudi. Dévoilement en tête de ce journal. Le plan de reconstruction et de développement pour l'extrême nord doit prendre corps cette année. La mise en œuvre de cette prescription du chef de l'État est au menu du dossier du soir. Des priorités à suivre dans ce 20h30. Le chef de service économie à la rédaction sera sur ce plateau. Et puis un mauvais plan de remise en selle qui choque le monde. Donald Trump et ses partisans ont attaqué le Capitole hier mercredi. Bilan des violences et réactions planétaires en page internationale du journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Ouvrons donc le journal avec cette dernière actualité qui nous arrive de Malabo en Guinée équatoriale. Le président équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, a reçu en audience hier mercredi l'émissaire du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, ici à l'image, était porteur d'un message du chef de l'État à son homologue équato-guinéen. Et au terme de ces entretiens, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a confié les contours de sa mission à nos confrères de la presse équato-guinéenne. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu en qualité d'envoyé spécial de son Excellence le président Paul Biya auprès de son homologue et frère, le président Obiang, qui m'a fort bien reçu. Et l'objet de ma mission était de porter un message du président Paul Biya à son frère et ami, le président Obiang-Nguema, un message qui a trait au renforcement des excellentes relations de coopération qui existent entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, émissaire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, auprès de son homologue, le président équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo. 100 fois remettre l'ouvrage sur le métier jusqu'à trouver la bonne combinaison, ce serait la règle appliquée à la Camerco par le gouvernement camerounais, la compagnie aérienne nationale qui reçoit ce jeudi encore une nouvelle équipe dirigeante dans le cockpit. Roger Jean-Claude Ayem va présider le conseil d'administration, Jean-Christophe Elangema et Alexandre Fauchivé étant respectivement directeur général et directeur général adjoint. Décision ce jeudi même au terme du conseil d'administration extraordinaire qu'a présidé le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé. Les consignes de vol à cette nouvelle équipe, c'est le reportage de Aboubakar Abo. C'est un phénix qui veut conquérir le ciel. C'est à cette mission qu'a été appelée la nouvelle équipe dirigeante de la Camerco. Le colonel Jean-Christophe Elangema tient désormais les manettes de l'avion comme directeur général de la Camerco. À ses côtés, Alexandre Fauchivé comme directeur général adjoint. La paire a à son actif des années d'expérience dans la gestion managériale et autres postes de responsabilité. D'abord, on remercie la confiance que le chef de l'État
à accorder à ma modeste personne. Il nous reste qu'à nous mettre au travail. Pour compléter le binôme, une troisième tête fait son arrivée. Jean-Claude Roger Ayem, désormais président du conseil d'administration. Des compétences utiles pour faire prendre de la hauteur à une institution qui peine à rester en l'air. Les dossiers les plus urgents touchent notamment à l'assainissement, à la réhabilitation et à la relance. L'acquisition à brève échéance de nouveaux aéronefs. Ensuite, la réhabilitation à brève échéance également d'un des avions immobilisés qui procède à la mise en place très rapidement l'assainissement des comptes de Camerco et enfin l'entrée de nouveaux actionnaires comme l'a souhaité le chef de l'État dans Camerco. La nouvelle équipe devra donc faire ses preuves et très vite pour sortir enfin le gros avion Camerco des zones de turbulence dans lesquelles il est empêtré depuis qu'il est dans les airs. Ouvrons le dossier de la rédaction pour tracer les perspectives vers la reconstruction de la région de l'extrême nord. L'opération est annoncée comme l'une des priorités pour l'année 2021 par le chef de l'État dans son discours du 31 décembre. La région dévastée par les attaques de Boko Haram depuis l'année 2014 s'est réjouie à présent de la concrétisation prochaine de ce plan de reconstruction et de développement. Retrouvons sur place à Maroua Abdoulaziz Amadou. Avant 2014, l'extrême nord était déjà la région la plus pauvre du Cameroun avec 74% de la population vivant sous le seuil de pauvreté contre 37% au niveau national. Le conflit a aggravé cette situation et plus que par le passé, cette région est perçue par les organisations internationales comme une région à assister et non comme une zone d'opportunité économique. La fermeture des frontières avec le Nigeria a par exemple ravagé l'économie locale. Kousséri, cette ville qui jadis était le deuxième contributeur aux recettes douanières après Douala, a été sévèrement affectée, tout comme les postes de douane importants comme Limani, Fotokol, Blangwa, Dabanga et même Amchidé dans le Mayo-Sava. Sur le plan agricole, la production a diminué de 2/3 depuis 2014. Le transport interrégional n'a pas été épargné. C'est le cas de Maroua Kousséri et Amchidé Mora, Maroua Kousséri qui ne sont praticables que sous escorte de l'armée. Autre secteur à battre de l'aile depuis quelques années, le tourisme. Le parc de Ouaza, par exemple, est devenu l'ombre de lui-même. Dans un rapport publié en 2016 par l'ONG Crisis Group, plus de 40 000 habitations ont été détruites depuis 2014, 128 établissements scolaires, 30 centres de santé et 246 forages pour une valeur totale de 240 milliards de francs CFA. Le plan de reconstruction annoncé par le chef de l'État apparaît donc aux yeux des populations comme du pain béni. L'élite régionale salue justement ces annonces du président de la République et espère que la priorité de cette reconstruction sera accordée aux services sociaux de base totalement détruits et aux infrastructures touchées également par la crise sécuritaire. Malmoussa Le Doublez. Le sujet continue d'alimenter les conversations dans les chaumières. L'annonce du plan de reconstruction de l'extrême nord faite par le président de la République a comblé les attentes des populations de cette région. Dans le département touché par la crise sécuritaire, l'on s'est déjà fait une idée des priorités de ce plan de reconstruction. Le recasement de nos populations d'abord. Il y a aussi les édifices, tels que les écoles secondaires, primaires, les hôpitaux. Dans le village, il n'y a pas assez de forage. Les ponts ont été coupés, les radiers, surtout avec la grande saison de pluie de l'année écoulée. Donc tout est à refaire. Et c'est donc tout naturellement que les acteurs du développement saluent cette vision du président Paul Biya et s'engagent à contribuer à son implémentation sur le terrain. S'il a déclaré, c'est parce que dans sa vision, il avait prévu ça. Et nous sommes là pour traduire tout ça en actes concrets pour que le Cameroun aille de l'avant. Les populations sont désormais convaincues du relèvement de leur niveau de vie une fois que la machine de la reconstruction sera mise en branle. Et il faut dire que l'extrême nord, joliment baptisée fille aînée du renouveau, est bien une terre d'opportunités. Lucrèce Mebenga, bonsoir. Bonsoir Adèle. Vous êtes le chef de service économie à la rédaction TV et sur ce plateau pour analyser le potentiel de cette belle région. D'abord, dites-nous sur quelle filière ce plan de reconstruction et de développement prescrit par le chef de l'État devra-t-il s'appuyer ?
Alors Adèle, je voudrais d'entrée de jeu qu'on s'arrête sur le tourisme. L'extrême nord, comme vous le savez, est gâté par la nature. Comment ne pas s'extasier devant ces pics et ces monts? Rumsiki, le plus spectaculaire, Mindif, Mogodé, le paysage lunaire de Kapsiki, le lac de Maga, les cases en obus de Mousgoum et bien sûr le célèbre parc de Waza et sa richesse faunique, réserve biosphère reconnue par l'UNESCO depuis 1979. Tenez, en 2012, la région a reçu 67 444 touristes pour un chiffre d'affaires d'1,124 milliard de francs CFA. Malheureusement, Boko Haram a briser ce bel élan. Aujourd'hui, il s'agit donc de reconstruire la sécurité, la confiance, mais également les sites détruits. L'extrême nord, Adèle, c'est aussi son potentiel agricole, le riz, le maïs, le soja. Mais arrêtons-nous un seul instant sur le riz. Le potentiel du secteur est de plus de 50 000 hectares pour une production de 900 000 tonnes de paddy par an. Vous le savez, la sèmerie est installée dans la région de l'extrême nord. La transformation de cette production créerait une valeur ajoutée de 150 milliards par an si l'on en croit le programme de développement rural intégré Chari-Logon. Dans le secteur de l'élevage, la filière viande est également une opportunité avec une possibilité de porter le cheptel à plus d'1 million. La chaîne de valeur de lait a un fort potentiel à condition que l'on porte la production à 15 litres par jour et par vache et non pas à 2 litres comme c'est le cas aujourd'hui selon des sources bien introduites. Et puis à côté du cheptel bovin, il y a également les petits ruminants, 60% du cheptel national et la volaille notamment. Et bien évidemment, la pisciculture n'est pas un reste malgré les effets néfastes des changements climatiques sur le lac Tchad. Riche potentiel décidément et puis la décentralisation qui va ouvrir de nombreuses perspectives. Mais qu'est-ce qui doit retenir l'attention dans cette région de l'extrême nord en rapport avec les 9 autres régions? Alors, j'imagine quel avantage comparatif? Absolument, vous voulez parler de ces avantages comparatifs. C'est d'abord la démographie. L'extrême nord, c'est une population estimée à 4 millions. On y retrouve une jeunesse rompue au travail agricole et aux échanges frontaliers. Une jeunesse qui tourne massivement le dos de plus en plus à Boko Haram. L'extrême nord, c'est aussi des débouchés vers le Tchad, le Nigeria et donc vers plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, ce qui représente autant de marchés pour les produits du septentrion, mais également du Grand Sud. Et les perspectives de fluidité des échanges avec le Tchad à travers le pont sur le Logon à Yagwa et la réhabilitation de la route Maroua-Mora vers Kousséri sont aussi porteuses de développement. Et puis, il y a l'université de Maroua et ses filières innovantes et professionnalisantes dans les domaines tels que les industries extractives, textiles, cuir, génie culturel, météorologie. C'est une université en pleine expansion avec de grandes écoles, j'allais le dire. Alors, Adèle, de la sécurité, le pari de la sécurité ayant été gagné, on peut le dire ainsi, toutes ces opportunités et ces atouts ne peuvent se transformer en gains que si les chantiers engagés dans le secteur routier, énergétique et éducatif sont livrés. Dans tous les cas, au regard de la position stratégique de l'extrême nord dans notre pays, les bénéfices seront largement au-dessus des investissements consentis. Merci Lucrèce pour tous ces éclairages. La paix qui se construit également un peu plus au sud, dans la région de la Damawa. Les forces de la 31e brigade d'infanterie motorisée veillent désormais à la frontière avec le Nigeria. Il s'agit de sécuriser les biens et les personnes face aux enlèvements qu'on connaît depuis quelque temps maintenant et autres exactions. Prenons dans le pouls, dans les arrondissements de Koncha et de Mayo Baléa, c'est avec Salomon Kankili sur place dans la Damawa. Une opération commando en pleine savane sur les routes ex-Carpi du Faro et Deyo. À voiture, sur des motocyclettes ou même à pied sur des kilomètres, l'armée camerounaise ratisse. Un exercice quotidien pour ces hommes déterminés à sécuriser cette frontière longue de 250 km et qui sépare le Cameroun du Nigeria. Les difficultés que nous avons ici pour sécuriser cette zone, première des choses, c'est la communication. Cette zone n'est pas couverte par le GSM, l'état de la route. Même quand on dote les motos, ça bime en très peu de temps. Le ravitaillement des hommes, pour se ravitailler ici, acheter quelque chose, il faut aller à Konja. Pour combattre vigoureusement les bandes armées terrées dans ce massif forestier, la collaboration avec les forces nigérianes est permanente.
ce poste frontière côté nigérien est par exemple constamment appuyé par des troupes camerounaises. Elles assurent également la veille à Kodjoli, Kachala ou encore à Vorti. Des dizaines et bien des dizaines de kilomètres à parcourir à bord de motos uniquement pour sécuriser cette zone frontalière entre le Cameroun et le Nigeria, un exercice quasi permanent pour l'armée camerounaise pour que les populations de part et d'autre vivent en paix. Autre région et d'autres types de défis sécuritaires, c'est bien la région de l'Est, le soleil levant, qui fait régulièrement face aux poussées de tension à sa frontière avec la République centrafricaine. Le chef d'état-major des armées, René-Claude Meka, prenait cette semaine la pleine mesure de la situation à Garoua-Boulaye. Nous y retrouvons Elvis Ngibezon. L'arrondissement de Garoua-Boulaye, qui accueille le général de corps d'armée René-Claude Meka, partage une bande frontalière longue de 152 km avec la République centrafricaine. Ce pays voisin, frère et ami, insiste le chef d'état-major des armées, connaît depuis les dernières élections quelques troubles causés et entretenus par des bandes rebelles dont les actions mettent à mal la concorde, la cohésion, la tranquillité et la paix des populations le long de la frontière Est avec la RCA. Nous sommes donc venus ici pour nous rassurer auprès de responsables militaires sur place de l'efficacité des mesures qui ont été prises pour éviter que notre pays soit débordé par tous ces désordres. En présence du chef d'état-major de l'armée des terres, le général de division Baba Soulé, et de 4 autres officiers généraux, le chef d'état-major des armées prescrit posture offensive et vigilance avant de transmettre aux soldats déployés le long de cette frontière Est avec la RCA les encouragements du chef des armées. Le financement des projets intégrateurs en Afrique centrale au siège de l'institution au Congo-Brazzaville. Nous allons maintenant entendre l'essentiel de cette communication avec Joseph Itote à Douala. Du 21 au 29 décembre dernier, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a lancé l'émission d'obligations par appel public à l'épargne sur le marché financier sous-régional pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Les réactions de la communauté des investisseurs des pays de la CEMAC ne se sont pas fait attendre. Les gens se sont mobilisés à tous les niveaux pour faire en sorte que la BDAC non seulement puisse atteindre l'objectif recherché de mobiliser 100 milliards, mais qu'elle puisse aller au-delà. Les fonds ainsi mobilisés permettront de financer les projets intégrateurs appelés de tous les vœux par les chefs d'État de l'espace CEMAC. Il s'agit entre autres des projets dans le domaine de l'éducation, de l'agro-industrie, de la santé, des transports, de l'énergie et des télécommunications. Nous voulons exprimer notre gratitude aux populations de la CEMAC qu'en si peu de temps, ils ont pu réagir pour qu'eux-mêmes ils prennent en main le développement de notre espace communautaire. De l'avis des experts des questions financières, cette démarche de la BDAC permet de limiter le recours aux ressources financières venues d'ailleurs et le transfert des devises occasionné par le remboursement des emprunts extérieurs. Restons dans les finances pour une lecture des grandes lignes du journal des projets d'investissement public pour cette année 2021. 29% du budget de l'État du Cameroun sera ainsi destiné à l'investissement, une enveloppe en augmentation de près de 98 milliards et des investissements orientés essentiellement vers 5 axes prioritaires qui convergent vers un même objectif, la reprise de la croissance. Cyril Kingembepe. Le journal des projets 2021 est un document de 405 pages. L'avant-propos indique les 5 axes dans lesquels seront investies les ressources. Il faut achever la mise en service des grands projets de première génération. Le gouvernement va également finaliser ses programmes spéciaux. La reconstruction des régions du nord-ouest, sud-ouest et de l'extrême nord arrive en 3e priorité. Enfin, la couverture santé universelle, puis la décentralisation. En chiffres, c'est un total de 2758,5 milliards de francs CFA, soit 1406,5 milliards en autorisation d'engagement pour plusieurs années selon les orientations du budget programme et 1352 milliards en crédit de paiement pour la seule année 2021.
Les infrastructures et la production engouffrent 74% de cette enveloppe, soit 5 points de plus qu'en 2020. La décentralisation, avec 102 milliards alloués aux collectivités territoriales, réserve une bonne place aux ressources pour la mise en place des régions. Le gouvernement met enfin un point d'honneur à l'accompagnement du secteur privé, moteur de la croissance soutenue, inclusive et durable. Les opérations de révision des listes électorales pour 2021 sont en cours depuis lundi cette semaine et c'est la mobilisation dans les différents états-majors des partis politiques. L'objectif est bien compris, il s'agit de faire le maximum d'électeurs pour préparer le succès, de faire enregistrer le maximum d'électeurs pour préparer le succès des futures élections. La stratégie déployée par ces acteurs politiques, c'est dans ce reportage de Jean-Pierre Congé. Dans les différents partis, les états-majors ont fait leur l'adage selon lequel qui veut aller loin ménage sa monture. À peine les listes électorales réouvertes, ils sont tous à pied d'œuvre. Au RDPC, toutes les instances du parti sont mobilisées pour que le maximum de militants et de citoyens soient inscrits. Tout le monde travaille pour s'assurer d'abord l'inscription de nos militants d'abord sur les listes électorales. Nous travaillons aussi à ce que les autres citoyens qui ne sont pas nécessairement nos militants soient aussi inscrits. La mise à contribution des différents organes du parti, c'est également la stratégie adoptée par l'UNDP. En ce qui concerne les actes de naissance, ceux qui ont les difficultés pour avoir la carte nationale d'identité, ils se rapprochent de leur section. Au PCRN, le mouvement 11 millions de citoyens qui regroupe Univers, le SDF, l'ANDP, le Pulse et l'offre Orange est remis au goût du jour pour mieux accompagner l'ELECAM dans le processus de révision des listes électorales. Nous en appelons à la bienveillance des responsables de l'ELECAM de nous donner cette possibilité de descendre avec leurs équipes sur le terrain, parce que c'est sur le terrain, c'est dans les maisons, c'est dans les foyers que nous trouvons des gens qui ne sont pas inscrits. L'objectif poursuivi par les différents états-majors est qu'en fin août 2021, les listes de l'ELECAM comptent de loin plus de 6 millions d'électeurs, chiffre enregistré lors des dernières élections. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Les dernières nouvelles de la guerre contre le coronavirus, nous allons immédiatement prendre les dernières informations sur le terrain au centre des opérations d'urgence de santé publique où est déjà mobilisé notre reporter Évariste Eyenga. Bonsoir. Qu'est-ce que nous devons donc savoir ce soir ? Bonsoir, les stades ne seront pas vides durant le CHAN 2020 qui s'ouvre bientôt. Il y aura du public dans les gradins, mais dans quelle mesure le ministère des Sports et celui de la Santé doivent travailler en étroite collaboration, recommande la primature. Comment cela devrait se passer? On s'intéresse à cela avec le docteur Simon Noudji ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Vous êtes, c'est pour rappeler, chef unité sensibilisation ici au COUPS. 25% de spectateurs au stade lors d'un match dans les gradins notamment. Alors comment on fait la distanciation physique, le port du masque à l'entrée et dans les gradins? Dans les gradins, il y aura des marques qui seront éventuellement faites sur des sièges pour que les spectateurs puissent savoir qu'il y a des sièges où on peut s'asseoir et des sièges où on ne peut pas s'asseoir. Et de même, l'hygiène des mains sera assurée. On a multiplié les points de lavage des mains. Il y aura du gel hydroalcoolique pour que toutes les personnes puissent s'assurer qu'ils respectent l'hygiène des mains. Et aussi, l'entrée au stade sera conditionnée par le port du masque qui sera obligatoire. Voici un cas de figure. Le Cameroun est qualifié pour le second tour. Le Cameroun est qualifié pour la finale. C'est une bonne nouvelle, on doit jubiler. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun jubile dans son coin, dans son siège?
Question très pertinente. Vraiment, à chaque situation, il faut qu'on appelle la capacité adaptative de tout le monde. On est en situation de Covid, on ne peut pas jubiler comme s'il n'y avait pas Covid. Donc déjà, la disposition dans les stades va permettre que les personnes, qu'on évite les embrassades au maximum. Donc, ERH a rappelé qu'on ne met pas de mesures de répression, voilà, mais on appelle à la responsabilité de toutes les personnes. On ne peut pas faire comme s'il n'y a pas Covid. Donc même pendant un match de football, on veut jubiler, jubilons, mais en pensant qu'il y a Covid. Donc la capacité adaptative de chaque individu est vraiment très très importante. Merci Dr Simon Noudji pour toutes ces informations. On a déjà bonne idée maintenant sur le protocole d'accès donc dans les stades à l'entrée et au niveau des gradins. J'ajoute simplement qu'il y a aussi des points agréés de dépistage et de prise en charge non loin de ces stades. C'est entendu, Évariste, on peut rire et sourire et même crier sous le masque. Et en santé encore, voici le ouf de soulagement des malades souffrant d'insuffisance rénale au centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bamenda, le nord-ouest. La structure qui vient de recevoir 8 générateurs et d'autres équipements de dialyse du ministère de la Santé publique reprend donc du service. La réaction à Bamenda, Laurent Chissoukbe. Le centre d'hémodialyse de Bamenda sera à nouveau fonctionnel avec des équipements flambant neufs. Les cris de détresse des 55 malades souffrant d'insuffisance rénale ont été entendus par le ministre de la Santé publique. Nous avons reçu 8 machines d'hémodialyse, 8 fauteuils, les solutés et aussi les concentrés d'acide. Tous ces instruments vont nous permettre de prendre en charge nos malades. Selon les responsables sanitaires, ces équipements pourront couvrir plusieurs mois de séances de dialyse. Avec 120 sessions par semaine et 480 sessions par mois, nous estimons que ces intrants vont nous couvrir pendant une période de 9 mois. Une bonne nouvelle qui enchante les cœurs des malades. Si vous constatez la souffrance que les malades sont en train de traverser à l'heure actuelle, surtout ceux qui ont fait le déplacement des autres centres, ils n'ont pas été reçus. Bonne remercions le ministre et le chef de l'État. Avant la réception de ces matériels, le centre d'hémodialyse de Bamenda ne disposait que d'un seul générateur. Aux âmes bien-nées, vous connaissez la suite. Voici l'extraordinaire histoire de Tister Job Mvondo, qui est à la une de nombreux tabloïds depuis quelques jours maintenant. Ce jeune Camerounais de 22 ans est titulaire d'un doctorat en mathématiques obtenu à l'université de Grenoble en France. Daniel Menanga retrace ici le prodigieux parcours de ce jeune prodige, naturellement avec ses parents ici à Yaoundé et lui-même joint au téléphone en France. Regardez. Docteur à 22 ans, je ne vais pas crier ça sur les toits. Conversation avec un crack depuis la France. Tister Barbe Job Mvondo devient le plus jeune titulaire d'un doctorat en Afrique. Job était parmi les 2 étudiants qui ont réalisé parfaitement le projet et donc je lui ai proposé de venir faire son stage dans mon labo pendant 6 mois. Quartier d'Iesomba, ici à Yaoundé, Barthélemy et Nadine, les parents, tous 2 enseignants, ont le triomphe modeste. Je nais justement avec tout ce qui se passe tout autour du résultat de l'enfant. Il est déjà majeur, il a 22 ans. Il sait que c'est le début du travail. Il y a de cela, je crois, 2 ans. Il a fait le cours sur le terrain du Pythagore. Ok, moi je suis assis derrière, il est devant avec les enfants. Ce qui m'a surpris, c'est que, avant de commencer son cours, papa m'a toujours dit, il y a toujours de la place au sommet pour les meilleurs. Dès l'âge de 4 ans, le petit Beryl enchaîne au Cameroun les cycles primaires et secondaires avec brio jusqu'à l'obtention du DCE Level, équivalent du bac, à 13 ans seulement. Je joue aux jeux vidéo, je sors avec des amis, on discute tout le temps. J'ai une vie sociale. Ici, il entre en première année à l'école polytechnique de Yaoundé. Après un faux pas, le génie informatique se dévoile. Pendant sa thèse, il donnait des cours à l'élite, c'est la fine fleur française. Au-delà des honneurs, c'est surtout la qualité de la formation au Cameroun que Dr Tister Barbe Job Mvondo porte très haut. Chapeau bas, jeune homme.
La démocratie américaine à rude épreuve, le monde indigné après l'attaque du Congrès par les partisans de Donald Trump. Une attaque au moment de l'officialisation de la large victoire globale de Joe Biden. Le dernier bilan de ces violences au Capitole annonce 4 morts et 22 blessés. Synthèse des réactions à travers le monde. Augustin Guizana. Mercredi 6 janvier 2021. Alors que l'élection de Joe Biden était sur le point d'être officialisée par le Congrès américain, de nombreux manifestants pro-Trump ont investi le Capitole de Washington DC. Un rassemblement violent qui a fait au moins 4 morts et 22 blessés selon l'agence Reuters. Le secrétaire général des Nations Unies, le président élu Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, tous ont condamné l'acte. Et nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela. Pour certains analystes, l'assiégement du Congrès américain et l'attitude de Donald Trump qui conteste les résultats de l'élection présidentielle démontrent la fragilité de la démocratie américaine. Ce qui a été présenté à la face du monde comme étant la démocratie, comme étant le modèle à suivre par tous les États, a volé en éclats. Certains analysent même déjà les possibles implications juridiques des événements de Washington. Nous sommes à combien de morts aujourd'hui du fait du président Trump? Pourquoi est-ce que lui, il sera exempt du tribunal? Twitter s'est employé à effacer les appels à la manifestation de Donald Trump. Ça aurait pu être interprété comme des appels à l'insurrection. Le fait que Twitter ait effacé ces messages-là ne signifie pas que le procureur ne puisse pas se saisir de ces messages-là et choisir de traduire le président Trump en justice. Les analyses de la politique internationale indiquent que démocrates et républicains gagneraient à faire preuve d'humilité pour le bien de la démocratie américaine. Avant de vous donner les nouvelles, les dernières de ces préparations au Chan, livrons ce télégramme officiel sur l'épilogue d'une autre présidentielle plus près de nous en République centrafricaine. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui félicite son Excellence Faustin Archange Touadéra, président réélu donc de la RCA à Bangui. Et le président écrit: Monsieur le Président et chers frères, votre réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives et chaleureuse félicitations. J'y associe mes souhaits de succès dans l'accomplissement de votre nouveau mandat. Je saisis cette heureuse circonstance pour vous réitérer ma volonté d'œuvrer avec vous au renforcement et à l'approfondissement des excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux nations. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Le sport donc, le Chan et la fin du tournoi des 4 nations préparatoires au championnat. Les Lions A' du Cameroun finissent au bas du classement. Le tournoi vient de s'achever ce soir. L'équipe nationale A' battue donc en deuxième rencontre de ce jeudi, 2-0 face à la Zambie. Mais on le dit, le meilleur est à venir. Joël Igor Banda. Follow this action. This could be dangerous for Cameroon, and it is a goal. Cameroun-Zambie, c'était la rencontre des mal classés. Mais au finish, ce sont les Chipolopoulos qui l'emportent sur les Lions indomptables A' du Cameroun sur le score de 2-0. La première chaude alerte survient à la 12e minute de jeu dans la défense camerounaise. Les Zambiens poussent et pressent. Moses Firi à 2 reprises manque d'ouvrir le score face au portier camerounais et Pané. Passé le premier quart d'heure, les coéquipiers des Jarzois ne réussissent pas toujours à percer la défense des Chipolopoulos. La première incursion des Lions indomptables A' dans le camp zambien survient à la 28e minute. Le premier tir cadré, quant à lui, à la 32e minute de jeu, mais stoppé net par le portier zambien, Lamek Siawe. La réaction zambienne ne se fait pas attendre. La défense centrale du Cameroun va subir les assauts de Sikombe et de ses coéquipiers. Les deux équipes vont à la pause, 0 but partout. La deuxième mi-temps démarre comme la première, pas de temps d'observation. Les deux formations multiplient les actions de jeu. À la 47e minute, les Lions indomptables A' sont cueillis à froid sur ce but de Colin Sikombe. À la 52e minute,
minutes, Collins Sikombe, encore lui, manque d'aggraver le score. Les Lions Indomptables à Prime réagissent quelques minutes plus tard à la 55e minute, mais sans grand danger pour le portier zambien. 59e minute, la Zambie aggrave le score par l'entremise Zakaria Chilongo. Les Lions Indomptables à Prime terminent dernier avec 1 point pour ce tour de chauffe, un prélude au championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Des réglages urgents à faire donc pour ces A' par l'encadrement technique. Voilà qui met un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Irène Janafouda et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit avec à votre compagnie Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Pour les éditions du week-end, à partir de demain au 20h30, vous serez en compagnie de Atta Badine Omar. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end et à lundi 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.